8h41. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, évidemment, partout dans les journaux ce matin, les frappes américaines de ce week-end sur l'Iran. C'est un panneau géant qui a été dressé hier dans une rue de Tel Aviv. Vous le découvrirez en photo dans les Échos ce matin. Il s'agit d'un immense portrait de Donald Trump avec juste cette légende. « Thank you, Mr. President ». Oui, merci, Monsieur Trump, disent les Israéliens. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici en France. Parce que ce lundi 23 juin 2025 restera comme une date tristement historique dans l'histoire de la presse de gauche. Le jour où des journaux ont basculé dans le camp de l'une des pires dictatures du monde, celle de l'Iran des mollahs. Ivre de rage, aveuglé par la haine anti-Trump, l'humanité ouvre le bal. Sous le titre « Logique criminelle », l'éditorialiste écrit que les pilonnages des 3 centrales nucléaires sont illégaux et illégitimes. Certes, le régime théocratique et sanguinaire est contestable, sick et condamnable, reconnaît le quotidien communiste du bout des lèvres. Mais l'Iran est aujourd'hui une nation agressée, fermez les guillemets. La Croix est sur une ligne moins dure, mais à peine. Le quotidien des cathos de gauche affirme sans sourciller que rien n'indique que la République islamique avait pris la décision de construire une bombe. Enrichir de l'uranium à plus de 60% était probablement pour décorer la crèche et les sapins de Noël à Téhéran. Mais la palme revient aux éditorialistes de Libération qui renvoient dos à dos Trump et Khamenei au prétexte que ce sont 2 dangereux fondamentalistes religieux. Et le journal en prend pour preuve le discours de Trump où hier il remerciait Dieu, ce qui en fait aux yeux du journal un dangereux extrémiste. C'est ainsi, écrit Libération, qu'une opération militaire trouvant son inspiration dans un versant biblique haineux débouche sur une déflagration aux accents messianiques évidents. Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils écrivent. Bon, toute la presse n'est pas sur cette ligne-là. Non, loin s'en faut, heureusement. En fait, dès que l'on s'éloigne un peu des rivages de la gauche, c'est la prudence qui prédomine dans vos journaux. Cette attaque américaine débouche sur une situation pleine d'incertitudes. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Cependant, un certain nombre d'enseignements peuvent d'ores et déjà être tirés. D'abord, c'est le grand retour de l'Amérique comme gendarme du monde. La démonstration de force de Donald Trump, c'est le gros titre du Figaro. Dans son éditorial du Parisien aujourd'hui en France, Nicolas Charbonneau en est abasourdi. L'opération Midnight Hammer est un succès militaire fulgurant, écrit-il. Bien sûr, la guerre n'est jamais un but, mais elle est parfois inévitable quand un ennemi veut anéantir une population. Et puis, comme quoi, écrit un rien narquois Rémi Godot à la une de l'Opinion, Donald Trump ne se dégonfle pas toujours, puisque d'évidence le guide suprême Khamenei préférait la bombe à la paix. Les États-Unis ont lâché la diplomatie dilatoire pour la démonstration de force. Cette audace contre une république islamiste devenue ennemi numéro 1 depuis 1979, rappelle-t-il, ni Bush, ni Obama, ni Biden ne l'avaient eu. Et le message envoyé à l'Iran s'adresse aussi au reste du monde, et notamment à la Chine, explique également Solveig Godluc des Échos. En dépit de son isolationnisme affiché, Washington n'hésitera pas à intervenir si ses intérêts sont en jeu. Permettez-moi juste une précision. Si Rémi Godot dit que Trump ne se dégonfle pas toujours, c'est parce que prospérait sur les marchés ce mot taco, Trump always chickens out. Trump toujours se dégonfle dans les affaires de droits de douane notamment. Merci de cette précision. Je referme la parenthèse. Il y a un autre grand vainqueur de cette séquence. Oui, c'est Benjamin Netanyahou. Le constat est dressé par Philippe Gélier à la une du Figaro. Il a réussi avec Donald Trump à un tour de force mûri de très longue date, entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Netanyahou a retourné le président américain, poursuit-il, en lui montrant que les risques étaient limités et les bénéfices potentiellement historiques. Mais potentiellement seulement, car comme nous le disions précédemment, la période qui s'ouvre est pleine d'incertitudes. Dans les Échos ce matin, Dominique Moisy s'interroge. Est-ce que le monde est plus sûr depuis que l'Amérique a joint ses forces à celles d'Israël pour éviter qu'un régime à l'idéologie absolue ne se dote d'une arme absolue? Allons-nous maintenant assister à la chute d'un régime cruel ou bien sommes-nous à la veille d'une escalade aux conséquences imprévisibles? Autant de questions qui sont pour l'heure sans réponse. Quoi d'autre dans les journaux? Des sujets qui, après cela, semblent plus anecdotiques. Le Parisien nous annonce tout de même que François Bayrou est en train de préparer sa sortie. Personne n'est très optimiste sur l'issue du conclave sur les retraites aujourd'hui. Et en cas d'absence d'accord, le sort du Premier ministre serait scellé. Motion de censure, démission ou limogeage. Bayrou prépare les arguments de son éviction annoncée
lâche froidement un conseiller exécutif. Il sait désormais qu'il est en échec et qu'il va tomber. Il voudra sortir par la grande porte en disant qu'il est sacrifié sur ses vieux combats, qu'il aura tout essayé pour faire des économies, écrit Thomas Soulier. Son modèle, affirme-t-il, c'est Pierre Mendès France. À noter également ce matin cette tribune dans l'opinion, 240 élus du socle commun. Ils disent leur opposition à la proportionnelle, cher à François Bayrou. Le véritable défi n'est pas d'enterrer la Ve République, écrivent-ils, mais de restaurer la confiance des Français dans leurs institutions. Mais allez, pour terminer, on va passer à une bonne nouvelle glanée dans les Échos. La France s'apprête à faire le plein de touristes étrangers cette année. Les prévisions d'arrivée aérienne sont en hausse de presque 5%, révèle le journal. Les Américains sont de retour, les Chinois aussi, un peu en tout cas. L'effet JO, un an après, marche à plein. Et ces touristes devraient dépenser chez nous 71 milliards d'euros. Alors, c'est très bien 71, mais c'est quand même beaucoup moins que notre principal concurrent en la matière, qui est l'Angleterre, visiblement. Je vois que vous avez le sens de la ça sent le flamenco. L'Espagne, évidemment. Ouais, un nombre de touristes pratiquement égal, puisque la France est même numéro 1 en nombre de touristes accueillis. Nos hyper voisins vont engranger 126 milliards, soit presque le double de nos 71 milliards. Alors, question, comment les Espagnols font-ils? Qu'est-ce que ces touristes allemands gorgés de bière et de crème solaire peuvent bien acheter pour 126 milliards en Espagne? Vous n'êtes jamais allé dans un camping espagnol, vous, hein? Réponse: je n'en sais rien. Le journal nous laisse un peu sur notre faim, mais finalement, c'est un petit peu la tendance du jour. Oui. La presse est ce matin pleine d'incertitudes. Ah, comme c'est plaisant, la guitare de Paco de Lucia pour N'est-ce pas? C'est bien parler ça, lundi d'Espagne. matin. Ouais. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse sur Europe 1. Oui, les Anglais aussi, je le disais tout à l'heure. Oui, je ne sais pas ce que vous avez avec les Anglais. Non, mais parce vous voulez que absolument que les Anglais... le parcours classique du touriste chinois, par exemple, quand il vient en France, il n'y a pas de touristes en Angleterre. il va visiter Paris et puis il part en Angleterre. Eh bien sûr que si. Et il va faire ses courses à Londres. Oui. Voilà, c'est Il n'y ça. a pas de touristes en Angleterre. Un peu. Bah, Ah bon si allez à Londres, vous verrez bien. Oui, il y a quelques touristes à Londres. Enfin bon, les grandes destinations. C'est quoi, 90 millions de touristes en France? Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci, formidable revue de presse, Olivier Delagarde. J'ai tout compris sur ce qui s'est passé Vous ce avez tout week-end compris. grâce à vous. Ah bah, Oui, alors effectivement, elle était bien là.